Bonsoir à toutes et à tous. Après une première journée qui a mis en lumière l'ampleur des défis du sursaut européen, cette deuxième journée des entretiens enseignants-entreprises a offert un regard complémentaire, peut-être pas plus optimiste qu'hier, mais là encore profondément lucide. Cette journée a confirmé une chose: sans coopération, sans gouvernance efficace, sans vision de long terme, l'Europe ne pourra pas relever les défis mis en avant par Mario Draghi dans son rapport. Ce matin, nous avons d'abord mis l'accent sur l'Europe des entreprises, moteur d'innovation, de créativité, malgré ses fragilités. Et pour ouvrir ces échanges, Antoine Frérot a livré une vision claire, engagée, celle d'une entreprise européenne, performante, parce qu'elle est responsable. Et selon lui, le modèle européen d'entreprise, qui est encore à construire, repose sur des modalités de performance plurielles. Une entreprise ne se juge pas seulement, nous a-t-il expliqué, à ses résultats financiers, mais aussi à sa capacité à créer de la valeur économique, de la valeur sociale et environnementale. Et il l'a bien résumé en expliquant que tout ceci n'était pas de la philanthropie, mais bien une question d'efficacité. Il a aussi rappelé que l'audace d'entreprendre est une condition de la compétitivité en Europe. Et même si l'Europe peut parfois être lente, prudente, enfermée dans une forme de complexité réglementaire, elle peut aussi exceller dans un certain nombre de formes d'innovation environnementale, industrielle, souvent durable. Les freins, on les connaît, on les a passés en revue pendant ces 2 jours, le passage à l'échelle, le financement dont on a parlé à l'instant, mais aussi des blocages culturels, notamment face aux risques. Et Antoine Frérot nous a rappelé que le principe de précaution, s'il protège, peut aussi freiner l'expérimentation nécessaire à l'innovation. Et puis, enfin, le grand témoin de ce matin nous a aussi rappelé combien les sciences humaines et sociales sont précieuses, et y compris pour les entreprises, pour donner sens et cohérence aux transformations du monde contemporain. Et la table ronde sur la croissance et la décarbonation a prolongé ce fil. Kathleen Schubert l'a bien rappelé. La question n'est pas faut-il décroître, mais comment croître autrement, avec ce défi qu'est le découplage, c'est-à-dire produire, consommer, innover sans augmenter nos émissions de gaz à effet de serre, voire les diminuant. Et pour cela, il faut une politique climatique de nouveau stable, crédible, prévisible. Isabelle Patrier, de Total Energy, a été là aussi très claire sur ce point. La décarbonation ne réussira pas sans politique de compétitivité, sans protection au niveau européen. Les coûts énergétiques, le rapport Draghi l'a bien montré, en Europe sont élevés. Mais ce que nous a montré Isabelle Patrier, c'est aussi que les délais de déploiement des grands projets de décarbonation sont extrêmement longs et sont beaucoup plus longs en Europe qu'aux États-Unis. Les règles sont complexes et variables. Or, une unité industrielle engage des investissements sur plusieurs décennies. Les entreprises ont donc besoin d'un horizon clair et constant. De même, Caroline Granier, la Fabrique de l'Industrie, a bien expliqué les difficultés pour les industriels européens, puisque l'Europe demande à son industrie 3 choses: se réindustrialiser, se décarboner et rester compétitive. 3 objectifs qui sont légitimes, mais extrêmement contradictoires, en tout cas souvent contradictoires. Et pour y parvenir, il y a 3 leviers mis en avant: l'investissement massif, l'encouragement à la circularité et puis la coordination, là aussi, des politiques industrielles à l'échelle européenne. Le constat est identique dans un domaine différent, sur la table ronde sur la défense européenne, qui a rappelé un principe extrêmement simple mais puissant. Il ne peut pas y avoir de puissance économique et de puissance européenne sans vision stratégique ni coordination. Patrick Belloir a ainsi dénoncé la gabegie des crédits de défense au niveau européen, 300 milliards dépensés, mais finalement des gains possibles d'efficacité selon le Parlement européen pouvant aller jusqu'à 130 milliards d'euros. Or, aujourd'hui, et le général Givre l'a bien mis en avant, on a la possibilité d'un choc majeur aux frontières de l'Europe d'ici 2028 qui n'est absolument pas à exclure.
et ce, dans un contexte où les conflits se transforment pour être, selon son expression, un mélange entre Star Wars et Verdun. Or, Ross McInnes, le président de Safran, a mis en avant une nécessité aujourd'hui pour l'industrie de la défense, se libérer de la dépendance américaine, intégrer les startups dans les chaînes d'innovation à l'image de ce que peut faire l'agilité ukrainienne aujourd'hui, et puis faire de la défense un levier industriel et technologique majeur en Europe. Tous ces défis nécessitent deux priorités qu'on a passées en revue cet après-midi. Financer l'économie européenne, élever les niveaux de compétences. Ce défi de financement a justement été au cœur de notre dernière table ronde extrêmement riche et qui a commencé par un rappel de vous, Patrick, sur les besoins de financement de l'économie européenne qui sont considérables, 800 milliards d'euros par an selon le rapport Draghi, une capitalisation boursière qui reste faible, un capital risque 10 fois moins élevé qu'aux États-Unis, et qui s'explique par des facteurs qu'on a rappelés hier, qu'on a encore rappelés aujourd'hui, une régulation prudente, une aversion au risque, ou du moins un système financier qui n'est pas nécessairement très porteur pour le capital risque et le capital développement. Patrick, vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, il faudra peut-être aller vers un financement davantage fondé sur les marchés, moins dépendant des banques, quitte à repenser la protection de l'emploi et les équilibres traditionnels. Agnès Benassi-Kéré a également mis en avant l'idée qu'il faut bâtir une union des marchés de capitaux dans la droite ligne de ce qui est dit par Mario Draghi, ce qui simplifierait la vie à la fois des investisseurs et des épargnants et retiendrait en Europe une partie des 350 milliards d'euros d'épargne aujourd'hui placés aux États-Unis. Car, et c'est une force européenne, l'épargne est abondante. 20% du revenu disponible en Allemagne, 18% en France. Mais cette épargne nourrit peu l'investissement productif. Et l'enjeu est donc d'orienter cette épargne vers des projets européens de long terme via des produits simples, sûrs et fiscalement attractifs. Olivier Blanchard a proposé, lui, une autre voie, l'endettement communautaire, public. Il a plaidé pour des eurobonds, notamment pour financer les investissements publics, qui supposent deux conditions difficiles à réaliser aujourd'hui, la crédibilité des politiques économiques et une valeur ajoutée de ces investissements supérieure à leur coût. Ça nécessite forcément un fléchage, ou en tout cas c'est une proposition, un fléchage d'une partie des recettes de TVA vers l'Union européenne pour garantir ce remboursement de cette dette commune qui est condition de la crédibilité. Enfin, Philippe Chin a illustré, au travers du cas de Vercor, ces enjeux. Son entreprise finalement est née d'un sursaut industriel européen pour éviter le décrochage dans les batteries, grâce à un mix de financement public, bancaire, privé, mais aussi grâce à l'engagement des clients qui ont garanti les achats à long terme comme Renault. Bref, c'est aussi par l'innovation financière que peut se faire ce sursaut européen. Même logique optimiste, ou en tout cas d'une vision de possibilité de sursaut au travers de l'intervention de Philippe-Michel Labrosse. Il y a des leviers de financement stables, mais là aussi, la régulation est une des conditions, et les changements de régulation est, selon lui, une des conditions clés. En somme, tous l'ont dit, les fonds existent, l'argent existe, mais il ne circule pas nécessairement assez vers les bons projets. Ces questions de financement rejoignent celles de l'éducation et des compétences. Clément Beaune l'a rappelé, la démographie déclinante européenne change beaucoup de choses. Il y a moins d'actifs, plus de besoins, une tension croissante sur les métiers. Et il faut sans doute s'appuyer sur la prospective. Mon collègue David Ellard l'a bien dit et a insisté sur la formation tout au long de la vie, la nécessité d'un système plus agile, moins centré sur les diplômes, plus ouvert à la reconversion. Et Estelle Sauva du groupe Alpha a ajouté une note d'alerte, le risque budgétaire. Les
politiques de formation ne doivent pas être victimes d'une forme de stop and go. Le capital humain doit être vu comme non pas un coût, mais comme un investissement d'avenir. Et vous comprendrez qu'en tant qu'inspectrice générale, je ne peux que souscrire à l'idée que l'éducation n'est pas un coût, mais bien un investissement d'avenir. Alors face à tous ces constats, une question demeure pour peut-être sortir d'une forme de pessimisme sur lequel vous nous avez alerté hier, Patrick. L'Europe a-t-elle encore les ressources d'un sursaut? Alors, avant de répondre à cette question, je vais très brièvement dire ce que je retiens d'aujourd'hui. Bon, d'abord, les Européens ne peuvent pas accepter le capitalisme américain, avec les effets sur les inégalités, les effets sur la pauvreté. Bon, les travaux de Thomas Philippon, de Philippe Aghion, qui montrent que la concentration des entreprises américaines aboutit à des stratégies défensives, à un gâchis en fait d'argent. En réalité, on croit que la tech américaine est très prospère, mais en réalité, elle gâche beaucoup d'argent dans des investissements purement défensifs ou dans des diversifications ratées. Et puis, les Européens ne peuvent pas accepter le capitalisme chinois. Et donc, il faut corriger le problème profond de l'Europe, c'est l'absence de coordination entre les États et les entreprises. Et c'est clairement le cas dans le domaine du climat. On a des normes climatiques, des normes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui ne sont absolument pas coordonnées avec la politique industrielle. Et on arrive à une situation où les normes climatiques forcent en fait des importations depuis la Chine, des produits que nous devrions fabriquer, ou que les gens qui ont mis en place les normes climatiques auraient dû penser qu'il était nécessaire que l'Europe les fabrique. Donc ça, c'est le malheur de l'Europe, c'est la segmentation aussi des différentes politiques économiques. Alors, ensuite, on a parlé d'énergie et de transition énergétique. Alors, j'en ai retenu deux choses. D'abord, je suis assez sensible à l'argument que les raretés vont se déplacer à des endroits nouveaux. On était habitué à avoir un combat pour l'accès au pétrole et au gaz naturel. On va avoir un combat pour l'accès aux minéraux critiques, aux terres rares, etc. Et malheureusement, ce combat pour l'accès aux minéraux critiques et aux terres rares risque d'être aussi conflictuel que, comme ça l'a été dans l'histoire, que le combat pour l'accès au pétrole ou au gaz. Et on voit les stratégies de la Chine en Afrique, les stratégies de la Russie en Europe, les stratégies des États-Unis. Donc je crains un retour d'une certaine forme de colonialisme en raison de cette nécessité d'avoir des ressources en tous ces matériaux critiques. Alors ensuite, j'ai été très frappé par... vous avez peut-être lu un papier d'Adrien Bilal qui a montré, avec un co-auteur, que les estimations les plus fiables montrait que 1 degré Celsius de réchauffement global de la planète faisait perdre 12% du PIB mondial. Et ça, c'est pas rentré dans la réflexion, je crois, de beaucoup. Et ça veut dire que la stratégie de décarbonation accélérée de l'Europe est rentable. Et moi, j'avais fait des calculs montrant que même si l'Europe et à un moindre degré la Chine étaient les seuls pays qui avaient une stratégie de décarbonation, l'énormité de la sensibilité du PIB à la température de la planète, et donc aux émissions de CO2, faisait que c'était rentable de faire la décarbonation, même en Europe seulement. Et puis, ça veut dire que l'Europe a raison de faire une décarbonation rapide, parce qu'en réalité, il y a un problème de... Si ça sauve du PIB, c'est extrêmement rentable. Alors, ça n'apparaît pas dans le calcul économique habituel, donc je fais des investissements de décarbonation qui remplacent des équipements utilisant les énergies fossiles par des équipements utilisant les énergies renouvelables. Et donc, apparemment, il n'y a pas d'efficacité des investissements. J'investis pour changer de technologie. Mais en réalité, il y a une efficacité très grande parce que ça sauve énormément de PIB. Et donc, l'Europe a raison de faire cette décarbonation rapide. Et les autres pays nous rejoindront dans la réalisation qu'il faut faire cette décarbonation rapide. Cela étant, il faut... tant que les autres pays n'ont pas réalisé, il faut sauver l'industrie européenne.
Et donc le problème, c'est de conserver une industrie européenne tant que les autres pays continuent à produire avec la technologie utilisant l'énergie fossile, qui est moins chère, mais qui n'est pas tenable du point de vue de son effet sur la croissance. Mais à nouveau, l'Europe a raison, mais simplement, et elle a raison de s'entêter à faire cette décarbonation. Simplement, il va falloir qu'elle trouve les moyens de sauver son industrie tant que les autres pays n'ont pas commencé aussi leur décarbonation. Alors ensuite, on a parlé de militaires et de dépenses de défense. Moi, je suis... je ne vais pas résumer ce débat qui était très passionnant, mais je suis... très intéressé par le calcul du multiplicateur budgétaire associé au plan de relance allemand. Et quand vous regardez que le plan de relance allemand va avoir une composante d'importation de matériel militaire américain considérable, en réalité, le multiplicateur associé au plan de dépenses d'investissement de l'Allemagne va être extraordinairement faible. Et donc, il faut rappeler que si je fais des dépenses militaires et que je les utilise pour acheter des produits, du matériel américain, le multiplicateur budgétaire associé est de zéro, quoi, je dirais. Ça ne crée aucun supplément d'activité chez moi. Et alors, on peut être quand même assez inquiet de ce que Ursula von der Leyen a accepté de faire ces énormes achats de matériel militaire américain dans l'accord UE-États-Unis. C'est extraordinairement dangereux, simplement du point de vue de l'activité européenne. Alors, pour finir, puisqu'on est déjà en retard, 2 points un peu généraux. Ce qui m'a frappé pendant ces 2 jours, c'est d'abord l'écart culturel entre les pays européens. Et si on se concentre sur la France et l'Allemagne, la France et l'Allemagne ont des positions extraordinairement éloignées sur à peu près tous les sujets. Sur les options militaires, hein, les Allemands sont très pacifistes, les Français le sont moins. Sur le nucléaire, bien sûr. Sur la gestion des retraites, il y a vraiment... C'est très compliqué de faire des politiques européennes quand vous avez des écarts culturels, en fait, aussi importants entre les pays. Et puis, deuxième point un peu moral et un peu général, mais je crois que tous les débats ont montré qu'il fallait absolument associer les opinions plus étroitement aux décisions de politique. Que ce soit sur le choix d'un modèle capitaliste, que ce soit sur le choix des politiques climatiques, que ce soit sur le choix de la stratégie militaire européenne, que ce soit sur les politiques de formation, on ne s'en tirera pas sans mobiliser les opinions. Et si on reste à des décisions top-down, ça ne marchera pas. Il faut vraiment faire valider ces différentes politiques par les opinions pour qu'elles deviennent efficaces. Voilà ce que vous voulez. Merci beaucoup.